tous. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une excellente année 2026, que j'espère plus stable pour nous tous et également riche en projets et en collaborations fructueuses entre la France et l'Ukraine. Voilà, nous sommes pour le moment 42 personnes. Bon, je pense que d'autres personnes vont encore arriver, mais permettez-moi en guise d'introduction déjà de vous souhaiter la bienvenue dans ce 15e épisode de notre série de webinaires consacrés à la reconstruction de l'Ukraine, qui cette fois-ci sera sur le thème de l'anticipation, de la couverture et de la gestion des risques humains et opérationnels. Nous avons la chance d'accueillir Géodesk et sa directrice Gaëlle Baldé-Ladan, que je vais vous présenter dans quelques instants et qui nous expliquera en détail quelles sont les obligations des employeurs en zone à risque, quelles sont les méthodes d'évaluation des menaces et les limites des assurances traditionnelles et les solutions permettant de construire une approche de duty care. Gaël reviendra là-dessus, qui soit efficace et pratique. On a besoin d'être très pratique en Ukraine, vous le savez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grégoire Daté, je suis un managing partner de Forvis Mazar en Ukraine, mais surtout je suis membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce franco-ukrainienne et plus particulièrement, je suis en charge de notre pôle reconstruction de l'Ukraine. Euh, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour ceux qui ne connaissent pas encore la CIFU, la Chambre de commerce franco-ukrainienne, permettez-moi de vous donner quelques informations et de commencer par vous dire que la CIFU est un acteur de la communauté d'affaires franco-ukrainienne engagée et incontournable. Elle organise une multitude d'événements de haut niveau et permet de fédérer un réseau actif et très structuré. Et cette activité n'a pas du tout faibli depuis que la guerre a commencé, bien au contraire. Par exemple, en 2025, nous avons organisé plus de 50 événements allant de réunions de comités sectoriels à la grande soirée caritative du Beaujolais Nouveau qui a rassemblé en novembre dernier plus de 900 personnes. Mais ce sont aussi, dans le contexte actuel, des événements porteurs de sens avec des journées de don du sang, avec le challenge sportif pour tous les employés des sociétés membres de la Chambre, et surtout avec le prix de la femme d'affaires qui permet depuis 8 ans de maintenir un soutien inconditionnel aux femmes entrepreneurs, et ce qui est une source et un dynamisme extrêmement important en Ukraine et surtout maintenant. Pour 2026, évidemment, nous avons aussi de très nombreux projets très ambitieux et bon, l'année commence, mais je vous invite à rejoindre notre environnement, la Chambre de commerce et notre écosystème. Si vous n'avez pas les liens, on va peut-être vous les mettre pour que vous puissiez facilement avoir plus d'informations et puis nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Un petit mot également sur le pôle reconstruction qu'on a mis en place dès décembre 2022 et qui permet, dans un environnement très particulier de l'Ukraine et surtout dans un contexte où il y a un différentiel de perception très fort entre sur l'Ukraine quand on est en France ou bien quand on est sur le terrain, il est très important de maintenir un pont pour les entreprises françaises pour avoir une meilleure compréhension de l'Ukraine et puis un pont avec des institutions internationales qui participent beaucoup à la reconstruction de l'Ukraine et puis tous les partenaires ukrainiens, évidemment. Donc, c'est ce que nous faisons au travers de webinaires comme celui-là, aussi au travers d'une newsletter mensuelle. Nous avons aussi créé en octobre dernier un outil, la plateforme Let's Rebuild Ukraine,
plus spécifiquement pour le secteur de la construction, qui permet de rassembler tous les acteurs de ce secteur et de faciliter la recherche de partenaires et la mise en contact. Voilà, donc c'est tout un tas d'initiatives qu'on espère le plus utiles. L'année dernière, on a eu pas mal de webinaires, 3 webinaires, donc 12 newsletters, des grandes conférences avec les principaux acteurs de l'écosystème, avec l'ambassade de France, avec la Bird, des conférences qui ont eu lieu et à Paris et à Kiev. On participe évidemment depuis le début, c'est-à-dire plus de 3 ans, à Rebuild Ukraine, le salon incontournable à Varsovie. Et nous effectuons également régulièrement des podcasts avec des témoignages d'entreprises qui opèrent déjà en Ukraine. Juste pour votre information, les entreprises françaises qui opéraient en Ukraine avant la guerre ont quasiment pas quitté l'Ukraine. Donc c'est un élément important, on le dit peu, mais ce qui prouve que quand on connaît déjà l'Ukraine de l'intérieur, on y voit un intérêt non seulement à rester, mais en plus à investir pour se préparer à la reconstruction de l'Ukraine. J'arrête là la présentation de la Chambre. Revenons maintenant au thème de notre webinaire d'aujourd'hui. Et voilà, en tant qu'entreprise française qui opérons ou souhaitons opérer dans un environnement économique humain tel qu'en Ukraine, dans un contexte de guerre, nous avons plein de défis très importants, mais en premier lieu, ce sont les hommes. Nous devons protéger nos collaborateurs et pour ça, il faut comprendre les obligations légales en tant qu'employeur et pour sécuriser les opérations et puis adapter les assurances. C'est une réalité très éloignée. Nous avons aujourd'hui le plaisir donc d'accueillir Gaël Baldé-Ladan. Merci. Depuis 10 ans, Gaël, vous dirigez Geodex, qui est un cabinet de courtage spécialisé dans la mobilité internationale et également la couverture des risques humains en zone sensible et en zone de conflit. Vous Tout êtes à bien fait. évidemment un membre de la CIFU et vous avez également vous accompagnez des entreprises, des ONG, des organisations internationales, également en Ukraine. Donc, vous allez pouvoir nous donner une approche à la fois théorique sur la manière de se structurer, de s'organiser, mais également très pratique. Tout à fait. Et c'est ce dont nous sommes, pourquoi nous sommes très intéressés aujourd'hui. Également, vous avez été auditrice à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, ce qui reflète votre intérêt pour les enjeux géopolitiques et stratégiques, particulièrement utiles pour les zones de guerre, comme nous les avons en Ukraine. Euh, et puis, vous êtes aussi présidente de l'OSCI, l'Organisation des sociétés de conseil en internationalisation, qui aide les sociétés françaises à se développer à l'international. Voilà, donc vous avez à la fois une connaissance des zones très compliquées et une connaissance d'accompagnement pour les entreprises qui veulent se développer. Tout à Euh, fait. donc, bah, voilà, sans plus attendre, peut-être est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les principales obligations aujourd'hui pour un employeur français envers ses salariés opérant dans des zones à haut risque et comment elles peuvent se structurer leur approche de duty care. Et puis évidemment nous expliquer ce que c'est que le duty care. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Grégoire. Alors, tout d'abord, deux petites excuses. La première, c'est ma voix. Je suis désolée. Je sors d'une laryngite et donc j'ai la voix qui oscille un petit peu. Mais j'espère que ça sera tout à fait audible pour vous. Et la deuxième chose, ma connexion semble être un peu flottante ce matin. Donc, parfois un petit peu figée, mais au moins le son fonctionne mieux. Donc, je serai à l'écoute de l'ensemble de vos questions. Alors, effectivement, l'intérêt, c'était de pouvoir expliquer que on peut tout à fait aller en Ukraine. Et au contraire, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour les entreprises françaises en Ukraine et nous, on en accompagne régulièrement. En revanche, voilà, c'est un terrain particulier, tout le monde le sait, donc ça nécessite d'adapter en fait ce qu'on va faire au terrain. Et ça, en droit français,
plus globalement en droit international, mais en France, il y a une adaptation pour ça. Il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent, et notamment, il y a cette fameuse notion du duty of care. Le duty of care, en fait, en d'autres mots, c'est le devoir de responsabilité des entreprises vis-à-vis de leurs salariés. C'est quelles sont les obligations auxquelles les entreprises sont confrontées pour faire en sorte que leurs employés, leurs collaborateurs ou tout simplement les personnes qui voyagent au nom et pour leur compte puissent agir, puissent se déplacer en toute sérénité et en toute confiance. Voilà, c'est ça qu'on appelle le duty of care. Et à côté du duty of care, Darina, il y a ce qu'on appelle la norme ISO 31030. Vous voyez, en fait, il se décompose en deux. Le duty of care, c'est vraiment un socle de responsabilité qui existe de par la loi et de par la jurisprudence. Et puis, au niveau plus international, plus global, il y a ce qu'on appelle la norme 31030, sur laquelle je reviendrai un petit peu, qui est intéressante parce que là, on est vraiment sur une norme internationale. Donc, on va là avoir un point commun entre la France et les autres pays, et qui va être un cadre de référence que les entreprises doivent respecter en matière de mobilité internationale. Ce qui est intéressant sur le duty of care, Darina, c'est que on est vraiment sur un socle réglementaire assez strict qui va encadrer les entreprises. Et l'idée, c'est comment moi, en tant qu'employeur, quels sont les moyens que je peux mettre en place pour être conforme à ce devoir de responsabilité, en fait, de l'employeur vis-à-vis de ses salariés, et à faire en sorte que ma responsabilité ne soit pas mise en cause. Donc, vous voyez, les fondements juridiques, je vous les ai rappelés là, c'est à la fois le code du travail, le code de la sécurité sociale et la jurisprudence. C'est vraiment, d'ailleurs, dans ces trois socles, c'est vraiment la jurisprudence qui est le plus venue expliciter ce duty of care. Pourquoi? Parce que le code du travail, on en a l'habitude en France quand on est employeur. On sait qu'on est garant de la santé de ses salariés, donc on va mettre en place ce qui est médecine du travail, les obligations légales, les contraintes dans les bureaux, les visites médicales, etc. Mais en revanche, il y a parfois une sorte de croyance, j'allais dire, qui est de dire, bah, ça s'applique en France, mais finalement, quand mes salariés sortent du territoire hexagonal, moi, j'ai pas de choses particulières auxquelles je dois veiller. Et ça c'est une première idée reçue qu'il faut combattre. Au contraire, j'allais dire, ce devoir de responsabilité s'applique en France, mais il s'applique, il s'étend à l'international. Et quand on dit international, alors en matière assurantielle, mais au niveau juridique, c'est pareil, c'est vraiment le cadre hexagonal strict. Hein. Donc pour vous donner un petit exemple, hein, surtout les dom-tom par exemple, eh bien il faut aussi mettre en place des procédures spécifiques parce que bah, même si ça reste des territoires français, lorsque vous avez un salarié qui se blesse à La Réunion ou autre, ce n'est pas la sécurité sociale qui va le rapatrier. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un travers qu'on a moins quand on parle de l'Ukraine, parce que là, vu le contexte international, et comme tout le monde sait qu'on est sur un territoire en guerre, il va y avoir certaines réflexions que vont avoir les entreprises. Donc, on a moins ce réflexe-là. Néanmoins, il faut le savoir, c'est important. Le duty of care, ça s'applique vraiment partout et dès qu'on sort du territoire hexagonal. Alors, pour ce qui est de la jurisprudence, Darina, la jurisprudence, en fait, elle s'est faite progressivement, mais elle est maintenant très construite sur le duty of care. On va retrouver trois obligations principales que je vous ai listées là, l'information, la protection et la formation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles sont nées ces obligations de par la jurisprudence. La première jurisprudence vraiment fondatrice sur le duty of care, c'est la jurisprudence Karachi, qui date de 2004. Ici, on a des salariés d'une entreprise française assez connue qui étaient au Pakistan et qui ont été victimes d'un attentat. Il y a eu beaucoup de blessés, de morts, et les ayants droit ont mis en cause la responsabilité de l'entreprise en disant vu le contexte du pays, et là vous voyez, ça rings a bell avec ce qui se passe en Ukraine, vu le contexte du pays, vous ne pouviez pas, en tant qu'entreprise, ignorer ce qui pouvait se passer et les risques auxquels vos salariés
étaient soumis. Et dans ces cas-là, vous auriez dû mettre en place un certain nombre de moyens pour vous assurer de la sécurité et de la santé de vos salariés. Il faut dire en plus que là, c'était particulièrement flagrant puisque on avait des salariés qui partaient tous les matins à la même heure en bus et qui suivaient toujours le même chemin. Donc évidemment, vu les risques d'attentats terroristes, pardon, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Et le juge est venu dire, bah, effectivement, vu le contexte du pays, vu les risques, en l'occurrence là c'était des risques terroristes qui étaient vraiment connus, l'entreprise aurait dû mettre en place un certain nombre de moyens. Et à partir de là, s'est établi ce qu'on a appelé une obligation de sécurité, une obligation de résultat, hein, ce qui était vraiment très fort pour les entreprises, qu'on a dit, à partir du moment où on va sur un territoire sensible, l'entreprise, elle doit mettre en place des moyens de façon à faire en sorte qu'il y ait une protection maximale, quasiment à 100%, des salariés. Vous voyez, c'est quand même très très fort. Euh, Après, vous le verrez, la jurisprudence est venue un peu tempérer ces propos. Après, on a la jurisprudence Jolo. Là, on a des personnes qui ont été victimes d'enlèvement. Et pareil, vu la territorialité sur laquelle ils allaient en Indonésie, on n'aurait pas pu ignorer ce risque et prendre un certain nombre de mesures. En tout cas, l'idée de cette jurisprudence, c'était de dire, il faut mettre l'accent sur l'information. Ça rejoint une discussion qu'on a eue, Grégoire, c'est-à-dire lorsqu'on se rend sur un territoire comme l'Ukraine, encore faut-il être informé. On peut le faire de son plein gré, bien sûr, mais on doit avoir les bonnes informations sur ce territoire. Et quand on parle de territoire, on y reviendra. C'est assez vaste, un pays comme l'Ukraine. Les risques sont pas du tout les mêmes. Si on parle de Lviv, si on parle de Kiev, si on parle de Kharkiv, ou si on parle d'Odessa, par exemple. Donc là, c'est important d'avoir une information et cette information, ça c'est un autre aspect qui est très important, elle doit être mise à la disposition des personnes et des salariés qui voyagent pour vous. Alors, j'entends souvent parfois des entreprises qui me disent, bah, moi je dis à mes salariés d'aller sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de s'inscrire sur le fil d'Ariane. C'est bien, c'est déjà un premier pas, mais c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, dans cette jurisprudence Cholo, ce qui est ressorti, c'est que c'est aussi à l'entreprise de faire quelque chose de proactif, donc de mettre l'information à disposition. Et puis, il y a un autre élément important, c'est que cette information, il faut qu'elle soit pertinente, c'est-à-dire que ça soit une information assez fine par rapport aux risques encourus, que ce soit des risques sécuritaires, mais on peut aussi penser aux risques sanitaires ou aux risques logistiques, par exemple les coupures d'électricité, etc. Ça, ce sont des typologies d'informations que l'entreprise doit mettre à disposition de ses salariés. Vous voyez? Donc, protection, information, et puis autre jurisprudence, obligation de formation. Alors ça rejoint et c'est important. On a une autre jurisprudence que je vous ai citée ici, qui est une jurisprudence, la jurisprudence Abidjan, par exemple. Là, l'idée de cette jurisprudence, c'est qu'on a une personne qui était alors en mission en Côte d'Ivoire, mais en dehors du temps strict de travail. C'était le week-end de mémoire, il me semble. Et elle a été avec son amie victime d'une agression à un distributeur alors qu'elle retirait de l'argent. Au départ, l'entreprise a dit, bah, en fait, on n'est pas sur un temps strict de mission, donc ma responsabilité ne doit pas être mise en cause. Et la jurisprudence a dit non, à partir du moment où la personne est en mission, euh, vous êtes responsable 24 heures sur 24 de cette personne et vous devez non seulement l'informer, mais la former sur les risques qu'elle peut encourir. Et ça, c'est une notion importante. La notion de mission s'applique en France, hein. On a l'exemple, par exemple, quand vous avez des séminaires ou des choses qui sont organisées par les entreprises, mais également à partir du moment où vous quittez le territoire, c'est à partir du moment où vous partez de chez vous, vous partez de votre travail, jusqu'au au moment où vous y revenez. Mais pendant tout le reste du temps, 24 heures sur 24, vous êtes vraiment sous la responsabilité de votre employeur. Protection, information, formation. Alors, vous allez me dire, ça fait quand même beaucoup, parce que quand on est sur des territoires compliqués ou en guerre comme l'Ukraine, on sait qu'il y a des risques, il y a des attaques de drones permanentes. Moi, en tant qu'employeur, comment je vais faire en sorte d'assurer à 100% la responsabilité de mes salariés? À ce moment-là, autant pas y aller. Alors justement, par rapport à ça, la jurisprudence est venue tempérer un petit peu les propos et c'est la fameuse jurisprudence Air France qui est vraiment intéressante
dont je vais vous parler un petit peu plus en détail parce que ça peut vous permettre de comprendre que l'idée, c'est pas de ne pas y aller, c'est d'y aller en toute connaissance de cause. Dans la jurisprudence Air France, on a un salarié qui a été témoin des attentats du World Trade Center, qui a été voilà, stress post-traumatique, mais il a été suivi par son employeur qui a mis à sa disposition des cellules de suivi psychologique, etc. Il y a eu un arrêt de travail, puis il a repris le travail. Et 3 ans après, victime d'angoisse, etc., il est de nouveau en arrêt de travail, et là il dit, eh bien, en fait, si je ne peux plus travailler, c'est parce que j'ai eu ce stress et parce que mon employeur, en l'occurrence Air France, n'a pas fait le nécessaire pour assurer ma sécurité et faire en sorte que tout se passe bien. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que le juge a examiné l'ensemble des mesures qui avaient été mises en place par l'entreprise. Je vous ai cité le suivi, les arrêts. Il y a eu aussi des soins médicaux, du suivi psychologique. Et en fait, elle a fait la balance entre le risque et les mesures qui avaient été mises en place par l'entreprise. Et au regard de cette pesée, a estimé que l'entreprise ayant mis en place l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés, et en l'occurrence de cet employé, sa responsabilité ne pouvait pas être mise en cause. Et là, on est passé de ce qu'on appelle une obligation de sécurité, une obligation de résultat, à ce qu'on appelle une obligation de moyens renforcés. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour nous et pour les entreprises dans le cadre de l'Ukraine, c'est que là, on voit que on a affaire à un territoire, certes, en guerre, mais que si l'entreprise, elle, informe correctement ses salariés sur les risques qu'ils encourent, elle les forme. Parfois, on a besoin de petites formations pour se préparer, que ce soit au niveau culturel, mais aussi comment réagir dans des environnements compliqués, descendre à un abri, etc., les gestes de premier secours, hein, tout ce qui va être de la formation. Et puis, on en reparlera des mesures de protection qui soient des mesures sécurité, c'est-à-dire des accompagnements sécuritaires avec des sociétés spécialisées, par exemple, et puis de l'assurance. Ben, une fois que l'entreprise elle a mis en place ces moyens-là, qui, vous le voyez, vont pouvoir être gradués aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en place les mêmes moyens si on reste juste à la frontière de la Pologne et on va un petit peu à Lviv, ou si on va à Kharkiv ou à Odessa, ou dans des territoires encore plus reculés. Bien par rapport à ça, si le nécessaire est fait, à ce moment-là, la responsabilité de l'entreprise ne peut pas être mise en cause. Et ça, c'est vraiment important et c'est vraiment intéressant pour l'entreprise d'avoir cette pesée-là, parce que ça lui permet de se dire, je peux tout à fait développer mon activité, mais il faut que je le fasse de manière équilibrée, j'allais dire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le duty of care. Et pour compléter le duty of care d'Arena, en fait, est venue en 2021 une norme internationale qui s'appelle la norme 31030 qui fixe, on va dire, un cadre de référence, c'est-à-dire un ensemble de règles auxquelles les entreprises peuvent se référer. Je parle d'entreprises, mais ça peut être aussi des organisations hein, ou des associations. C'est le cadre de référence auquel les acteurs de la mobilité internationale vont pouvoir se référer pour savoir comment elles doivent agir. Et cette norme, elle est intéressante. Elle n'est pas certifiante, en tout cas pour l'instant. On peut penser qu'à l'avenir, elle le sera. Mais elle est intéressante parce qu'elle va permettre d'avoir une sorte de pas à pas de savoir comment faire, à la fois pour analyser les risques par pays, par zone, pour préparer les missions, pour mettre en place des procédures de crise, d'évacuation, on va parler d'exfiltration, et puis pour suivre les collaborateurs et avoir un retour d'expérience. Cette notion de retour d'expérience, elle est intéressante aussi parce qu'il y a l'idée d'amélioration continue. Et ça, c'est un élément important à la fois pour les entreprises pour améliorer leurs procédures opérationnelles et aussi pour la jurisprudence et pour le juge si jamais la responsabilité de l'entreprise devait être mise en place. On pourra y revenir sur les questions si ça vous intéresse sur la norme ISO 3130. C'est aussi l'idée, et je pense que là c'est important aussi dans le dialogue entre les États, c'est que comme c'est une norme internationale, ça permet d'avoir un cadre de référence commun.
Vous voyez, là où on aurait pu dire, ah, le code du travail et la sécurité sociale, ça concerne que les entreprises françaises. D'abord, il y a d'autres jurisprudences au niveau international dans l'ensemble des pays, mais là, on a un socle de référence et euh, un cadre commun entre les différentes entreprises. Donc, vous le voyez, Darina, vous pouvez avoir un lien entre euh, les différentes obligations de l'entreprise. Et l'idée, finalement, si on doit faire le lien, la logique de tout ça, c'est qu'on va avoir trois piliers. Ça va être anticiper. Où est-ce que je vais précisément? Comment ça va se passer? Comment je peux faire pour anticiper, pour limiter mes risques? Ça va être ce qu'on appelle la cartographie. On va lister, en quelque sorte, référencer l'ensemble des risques. Alors, évidemment, l'Ukraine, on pense tout de suite au risque de guerre, mais vous le voyez, découlant du risque de guerre, il y a aussi des choses très pratico-pratiques, hein, la logistique, comment je me déplace, plus d'avions, etc. Si je vais sur un territoire reculé, on peut penser que les routes vont être plus ou moins endommagées, ça peut être plus ou moins compliqué. Voilà. Donc ça, c'est cartographier de manière à prévoir et à savoir comment je vais faire pour me rendre en toute, de manière la plus sécurisée possible, voilà, sur ces territoires et surtout protéger mes salariés. Ce qui permet en fait de faire le lien, c'est la slide suivante, entre les trois niveaux complémentaires que sont le duty of care dont je vous ai assez longuement parlé, la norme ISO 31030 auquel j'ai fait référence, et puis l'assurance. Alors là, c'est intéressant parce que l'assurance, ça va être un outil qui va vous permettre de répondre à une partie, vous le voyez, du duty of care, parce que, ben, évidemment, si on pense risque de guerre, on pense accident. Si on pense accident, on pense être soigné, donc frais médicaux, qui va prendre en charge les frais médicaux. Et puis, bah, si je ne peux pas être soigné parce que on peut penser qu'il y a un certain nombre d'hôpitaux ou de structures médicales qui vont pas être en mesure de me soigner, comment je vais être rapatriée? Ça, ce sont des euh, garanties, des couvertures que l'assurance peut tout à fait offrir. Et c'est pour ça que c'est un outil financier et opérationnel. En revanche, en cas de sinistre, alors c'est un peu dans le jargon, on appelle ça un sinistre, mais on va dire en cas d'accident, par exemple, qui entraîne une invalidité ou une impossibilité de travailler, le juge, il va analyser un ensemble de choses. L'assurance, c'est un bloc important. C'est pas le seul, vous l'aurez compris, hein, il y a toute l'information et tous les aspects pratico-pratiques comme l'encadrement et l'accompagnement qui vont pouvoir être mis en place. Alors, en revanche, sur l'assurance, et ça c'est intéressant parce que nous on a régulièrement des questions là-dessus, c'est pas, et c'est normal, c'est pas le premier réflexe des entreprises quand elles se rendent en Ukraine de se dire est-ce que j'ai une assurance? En général, ça arrive après. On va d'abord penser comment je me développe, avec quel partenaire, qu'est-ce que je peux avoir comme marché, qu'est-ce que je peux mettre en place, quand est-ce que je vais y aller. Comment je fais les connexions, et c'est bien normal, c'est le côté commercial qui va primer d'abord. Et en règle générale, moi, ce que je vois dans la pratique, et pour vous citer un exemple pas plus tard qu'hier, j'ai une entreprise qui m'a appelé en me disant, ah ben voilà, je vous appelle de la part de Business France ou de la part de l'envoyé spécial du président de la République parce que je dois partir en Ukraine, histoire vraie, dimanche soir, et je me rends compte bah, que mon assureur m'a dit que ça fonctionnait pas. Alors oui, effectivement, parce que dans le cadre des assurances classiques hein, à l'international, en général, vous avez des assurances qui vont vous couvrir sur des territorialités, mais qui ne vont pas prendre en compte ce qu'on appelle le risque de guerre. Alors, risque de guerre, évidemment, pour l'Ukraine, ça nous parle particulièrement, mais au-delà du risque de guerre, j'allais dire, c'est on va pouvoir mettre derrière tout ce qu'on appelle les risques exceptionnels. Risques exceptionnels, ça peut être des émeutes, de l'instabilité politique, du terrorisme, etc. Et vos assurances, enfin les assurances classiques qu'on va pouvoir trouver très facilement sur Internet, ne couvrent pas ces risques. En revanche, je vous rassure, il y a tout à fait des couvertures qui sont adaptées et qui vont pouvoir faire en sorte que les garanties soient opérantes
même en Ukraine. Et quand je dis les garanties, c'est l'ensemble des garanties. Donc, on va avoir tout ce qui est frais médicaux d'urgence, rapatriement, la responsabilité civile, vie privée à l'étranger. Et puis, une garantie qui est importante, c'est si vous avez un accident, que vous êtes invalide, ou malheureusement, si ça va jusqu'au décès, des capitaux qui vont être versés à vos ayants droit. Et c'est à ça, en fait, que ça sert. Racheter le risque de guerre, c'est même si je suis victime d'une bombe, d'un drone, d'un éclat, le plus souvent, en fait, ce qu'on a dans la pratique, ce sont tout ce qui va être lié à des éclats. Hein, des projections en fait, et bien dans ces cas-là, l'assurance est opérationnelle et fonctionne justement parce que on a racheté ces risques. Voilà. Et également, et après je laisse la place aux questions, comme en fait c'est notre spécialité, ça peut être mis en place très rapidement. Hein, c'est des choses auxquelles on a l'habitude, on a des assureurs spécialisés qui nous aident pour ça et qui sont à nos côtés. Et c'est vraiment des contrats d'assurance qui peuvent être mis en place très rapidement. Là, pour vous donner, reprendre mon exemple d'hier, le contrat d'assurance, il est prêt aujourd'hui, soumis à la validation et la personne peut partir en toute, un peu plus sereinement ou en toute sérénité, j'allais dire, pour faire son business en Ukraine. Voilà. Alors, il y a certainement plein de choses encore que j'ai à vous dire et que j'ai oubliées, mais je préfère laisser la place aux questions. Merci beaucoup, Gaël, pour ces informations très précieuses et pratiques également. Je ne vois pas de questions dans le chat pour le moment. Ce que je vous propose, que nous sommes quand même assez nombreux, on est quasiment 60 personnes. Si vous avez des questions, mettez-les peut-être dans le chat, comme ça permettra de regrouper les questions équivalentes et ça permettra de répondre au maximum de questions. Euh, En attendant que chacun s'exprime par ce biais-là, je voudrais commencer par une question, Gaël, si c'est possible. Bien sûr. Euh, En effet, en Ukraine, donc vous l'avez évoqué un petit peu déjà, vous avez commencé à en parler. Euh, on a différents cas de figure et on a des entreprises françaises qui opèrent déjà en Ukraine, mais on a aussi, et ce à quoi on travaille beaucoup à la Chambre, comme Business France que vous avez mentionné, c'est le fait de faire venir Oui, des investisseurs, des entrants, si je puis dire, en Ukraine, parce que le meilleur moyen de comprendre l'Ukraine, c'est de venir sur place quelques jours. tout Donc, à fait. comment faire pour un voyage simple qui va durer 2 jours à Kiev, par exemple? Est-ce qu'il faut mettre en place toute cette information, cette analyse préalable, ou est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'assez simple et rapide à mettre en place? Alors, je comprends qu'on peut obtenir l'assurance rapidement, mais voilà, comment globalement, pour venir 2 jours en Ukraine, euh, euh, on peut mettre en place un- un système complet Oui. pour protéger les Alors, employés qui... merci. Ouais, c'est une très bonne question. C'est l'adaptation. Alors, le duty of care en tant que tel dont je vous ai parlé, le cadre est le même que vous voyagez une journée, 2 journées ou 3 jours, c'est-à-dire que obligation d'information, de formation et de protection. Donc, maintenant, effectivement, quand vous venez en Ukraine avec la CCIFU, par exemple, avec Business France ou avec des structures, ces structures-là, elles vont déjà vous apporter un certain nombre de cadres de référence, elles vont déjà répondre à une grande partie des obligations, puisque déjà, elles vont assurer la logistique, elles vont vous informer, elles vont vous expliquer ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, on peut cocher la case, en quelque sorte, information et formation, déjà. Également, évidemment, le duty of care, il est gradué. Donc, quand je pars 2 jours, on peut penser qu'il y a un risque, mais c'est pas non plus le même que si je pars 1 mois, 2 mois, 6 mois dans une zone reculée. Donc, on va adapter le niveau de risque. Et quand on part bien entouré avec des acteurs qui connaissent le terrain, ça permet déjà de répondre à une partie des questions. Et après, c'est un élément important. L'assurance, elle peut être mise en place de manière temporaire. C'est-à-dire qu'on peut, et nous, on assure régulièrement,
des entreprises qui, par ailleurs, ont leurs propres assurances. On ne remet pas du tout en cause ce système-là. Et nous, on va venir compléter le dispositif très ponctuellement avec une assurance pour 2, 3 jours, pour un, deux ou trois collaborateurs. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très souple qui peut être mis en place. Mais je pense que, et Maud certainement me contredira pas, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir les bons interlocuteurs et d'être bien encadré, ce qui permet d'avoir les bonnes informations pour adapter en fait sa mission à l'endroit dans lequel on va se rendre. Tout à fait. Bon, c'est très clair, très pratique. Donc, en effet, on peut organiser un voyage en quelques jours. Tout à fait. Euh, Et nous, donc, voilà. on accompagne régulièrement des entreprises qui vont sur des missions à Kiev avec Business France et d'autres acteurs institutionnels ou non d'ailleurs pour développer justement et pour participer à cette reconstruction. D'accord. Très bien. Bon, bah, ça, c'est quelque chose de très important et précieux. Je vois une question qui est apparue entre-temps. Pour discuter les formules d'assurance. Bon, j'imagine que c'est par vous qu'on passe, mais est-ce que vous Oui, pouvez nous développer peut-être un petit peu justement ce côté assurance, quelles sont les assurances? Alors, on a évoqué la durée des séjours. En effet, c'est pas la oui, même chose quand on vient 2 jours ou quand on reste un mois. C'est pas la même chose. Vous l'avez évoqué un peu dans votre présentation quand on va à Kiev, qui est quand même assez sécurisé, oui, ou quand on va à Lviv, à la frontière polonaise. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Odessa, Kharkiv ou des zones plus près de la ligne de front. Donc, est-ce que tout vous pouvez à nous fait. préciser les différentes formules d'assurance euh, qui existent au cas de l'Ukraine dans ces Oui. différentes situations? Alors, ce qu'on va retrouver comme formule d'assurance, ça va être d'abord le socle, hein, c'est je dois pallier l'accident ou la maladie. Donc, tout ce qu'on appelle la prise en charge des frais médicaux d'urgence et du rapatriement. Ensuite, tout ce qui va être l'accompagnement voyage, mais ça c'est moins prégnant, j'allais dire. Et puis l'autre pilier qui est important, c'est s'il m'arrive quelque chose, un capital qui va être versé à moi-même en cas d'invalidité ou à mes ayants droit, ce qu'on appelle l'individuel accident ou qui peut être assimilé à de la prévoyance. Alors sur ce volet-là, c'est intéressant parce que on a vu une évolution, c'est-à-dire qu'au début, enfin, il y a encore 2 ans, ce qu'on nous demandait principalement, c'était les garanties accident, rapatriement basiques, en fait, j'allais dire. Et puis là, ces derniers temps, notamment par des élus qu'on assure également, mais également par des entreprises, est arrivée une autre question, c'est-à-dire qu'au début, c'était principalement les chefs d'entreprise, enfin pour nous, hein, qui voyageaient ou certains de leurs collaborateurs, top management, etc. Et là, on a vu ces derniers temps pas mal d'entreprises de peut-être plus petite taille qui envoyaient des collaborateurs, des commerciaux, etc. Et là, une autre question qui est apparue, c'est ces collaborateurs disaient, alors moi, je veux bien y aller, je suis volontaire. En revanche, s'il m'arrive quelque chose, j'ai un prêt, parce que je suis en train d'acheter ma maison. Et là, j'ai vu que dans mon prêt, par exemple, bah, il y avait une exclusion et que ça fonctionnerait pas, ma prévoyance ne fonctionnerait pas et donc je pourrais pas rembourser mon prêt. Et donc est arrivée une autre demande pour la mise en place justement de capitaux particuliers, donc dans le cadre de cette mobilité et de l'individuel accident, de manière à ce que s'il arrive quelque chose à la personne, elle puisse recevoir un capital et que ce capital puisse lui permettre voilà, de faire face à ces différentes échéances. Donc, vous voyez, dans les formules, en fait, on a vraiment différents dispositifs qui sont en place, soit sur le rapatriement, l'accident, les capitaux, la responsabilité civile, vie privée. Alors, en revanche, ce qui est intéressant et important, je pense, c'est qu'on peut avoir une approche différenciée de l'assurance. Je m'explique. Il y a des acteurs assurantiels très, très connus, français, anglo-saxons, et puis il y a des nouveaux acteurs, en fait, sur ce marché qui, comment dirais-je, se sont spécialisés, voilà, vraiment sur le risque de guerre et ne font que ça, et du coup n'ont pas totalement la même approche. Je m'explique. Euh,
dans les formules d'assurance auxquelles on est habitué, on a un bloc rapatriement. Et souvent, ce rapatriement, les, les- les moyens qui sont mis en place sont des moyens illimités. C'est-à-dire, typiquement, il n'y a pas d'avion, on doit exfiltrer, on va faire appel à une société sur place, par la route, par le train, et puis à différents prestataires. L'accumulation des prestataires, en fait, entraîne des coûts importants. Et là, sur les contrats euh, avec les assureurs avec lesquels on travaille, nous, on est en frais illimités. Et ensuite, il y a un bloc frais médicaux. Donc là, c'est vraiment payer la clinique, l'hôpital sur place, si j'ai un éclat, si j'ai une jambe fracturée, etc. Et puis voilà, tous ces frais-là sont pris en charge. Certains nouveaux acteurs, en fait, sur le marché ont une approche, j'allais dire vraiment strictement anglo-saxonne, c'est-à-dire ils sont moins chers, mais ils ont une ligne de garantie unique, rapatriement et frais médicaux d'urgence, qui va être plafonnée, souvent de l'ordre de 100 000 euros, pas plus, voire même, j'ai vu plus récemment, 50 000 euros. Il faut savoir que 50 000 euros, quand on doit payer un rapatriement, une exfiltration un peu compliquée, avec différents prestataires sur place, plus des frais médicaux, on est vraiment très très juste. Même 100 000 euros, c'est vraiment assez juste sur des territorialités en guerre. Donc, moi, je vous inviterais à être vigilant par rapport à ça, parce que, et ça, c'est peut-être dans les questions aussi, les erreurs fréquentes, c'est le prix. Parce qu'effectivement, et je comprends, hein, il y a des contraintes budgétaires qui sont importantes, mais on peut trouver des formules d'assurance avec des primes raisonnables, tout en ayant des couvertures qui soient des couvertures très confortables, en tout cas confortable pour des pays en guerre. Là, il me semble, on fait courir un risque à l'entreprise en matière de duty of care et aux collaborateurs quand on prend ce type d'assurance, parce qu'on va avoir des garanties extrêmement limitées et plafonnées. Et je pense à un acteur en particulier. On a une seule ligne de garantie, rapatriement frais médicaux d'urgence, un capital, alors facialement le capital peut être élevé, et puis des frais funéraires. Vous voyez, à quoi se résume l'assurance? Trois garanties. Voilà. Donc voilà, là j'invite à la vigilance, mais aussi à l'accompagnement. Ça fait partie de l'accompagnement, c'est notre rôle de courtier, de vous dire, bah, et après c'est le libre choix de l'entreprise. Il y a cette formule-là qui existe, elle est souvent moins chère, mais voilà ce qu'il y a derrière. Donc en cas de difficulté, ça peut être un petit peu plus compliqué. Et de l'autre côté, parce qu'on a ça aussi, je pense que ce qui est important pour les entreprises, c'est qu'elles puissent choisir en toute connaissance de cause. Et choisir en toute connaissance de cause, ça veut dire, je peux très bien, moi, en tant qu'entreprise, choisir d'assurer le risque majoritaire, c'est-à-dire l'accident, la maladie, le rapatriement, mais en revanche, je ne prends pas de capitaux. C'est possible aussi, ce qui permet, voilà, d'avoir un arbitrage, ou alors je prends des capitaux, mais vraiment des capitaux extrêmement réduits. D'accord. Bon, écoutez, oui, c'est très clair et ça souligne l'importance de ne pas prendre une assurance pour dire, pour cocher la cage assurance, mais de bien Exactement. comprendre ce que ça recouvre derrière. Vous l'avez un peu évoqué en parlant des assurances, mais par exemple, s'il y a besoin d'un rapatriement ou quelqu'un est blessé, voilà, on a la question Oui. de Wahed Sissaoui. Quelle est la mise en œuvre pratique de l'assurance si, par exemple, quelqu'un est blessé à Zaporizhia? Alors, Comment c'est se une faire très bonne. soigner ou si besoin, est-ce qu'il faut être rapatrié? Comment se passe l'évacuation sanitaire, j'imagine? Ouais. Les différents Alors, cas de c'est une très figure. bonne question. Quand vous prenez ce type d'assurance, vous pouvez avoir, en fonction des assureurs, euh, à disposition un brief pour vous dire, voilà, vous rendez dans telle zone, voilà ce à quoi il faut faire attention. Vous avez accès à un certain nombre d'informations. Et puis surtout, vous avez un numéro d'urgence qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, de manière pratique, vous contactez ce numéro et l'assisteur, parce que là, c'est une compagnie d'assistance qui travaille avec l'assureur, mais pour vous, c'est transparent. Elle va vous interroger, vous demander où vous êtes, ce qui se passe, etc. Et pouvoir vous orienter sur la structure médicale la plus adaptée, etc. En revanche, et ça, il faut le savoir, sur un certain nombre
avec un certain nombre d'assureurs, les prestataires sur place, les grands prestataires sur place, n'ont pas forcément le point à point. Alors Kiev, Olive, ça va, mais quand on est dans des zones plus reculées, elles n'ont pas forcément le contact avec la société qui va pouvoir exfiltrer, etc., etc. Donc c'est pour ça que là, c'est important d'avoir une préparation en amont, surtout si vous partez longtemps et si vous partez dans un cadre qui n'est pas un cadre très formaté comme avec Business France ou comme avec l'ambassade, etc., où là, vous allez bénéficier de l'environnement et de la connaissance de vos interlocuteurs. Mais si vous partez un petit peu en freelance, j'allais dire, ou dans des zones reculées, là, il y a un travail de préparation à faire parce que de manière très pratico-pratique, bah, on peut très bien avoir un prestataire qui ait tous ses moyens logistiques et puis attaque de drone, bombardement, le lendemain, il n'y a plus rien. Donc, il faut pouvoir aussi s'adapter sur place et voir comment on va faire de manière à ce que la personne elle soit stabilisée et puis ensuite rapatriée. C'est ce qu'on appelle le Med-Evasan, hein, donc le premier niveau, à partir du moment où je suis blessée jusqu'à la structure de stabilisation, c'est ça souvent qui est le plus critique et sur lequel, notamment si vous partez sur une zone reculée ou un peu longtemps, il faut anticiper le plus. Voilà, avec des prestataires sur place, parce que ça serait un petit peu mentir que de dire l'assisteur, il va avoir toutes les réponses. Il n'a pas forcément la vision aussi fine et heure par heure en cas d'attaque que les personnes sur place. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des contacts. En revanche, après, sur le volet strictement financier, à partir du moment où le contrat est en place, tous les frais seront remboursés. En tout cas, si vous n'êtes pas sur un contrat bien plafonné. D'accord. D'accord, ça c'est un élément important. Ouais, c'est un élément important. Et nous, on le dit, en fait, c'est pour ça que quand on a une société qui nous contacte et qui va en Ukraine, première question, c'est où est-ce que vous allez? Quelles sont les mesures de sécurité que vous avez prévues? Quels sont les moyens de locomotion, les lieux d'hébergement? Alors, évidemment, si c'est une mission très organisée, avec l'ambassade, avec Business France, tout est déjà prévu. Si c'est des choses beaucoup plus... Enfin, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai accompagné un chef d'entreprise sur Kharkiv. On a vraiment fait un point à point de manière à être sûr que s'il arrivait quelque chose, il puisse avoir telle ou telle référence ou tel contact, puisqu'il y a des sociétés aussi qui sont spécialisées, des petites structures souvent, qui sont spécialisées dans l'accompagnement sur place pour mettre en œuvre des moyens justement pour vous aider à sortir ou pour vous aider à trouver les bonnes structures médicales. Donc ça, c'est important d'avoir les bons contacts et de faire ce travail de préparation en amont. D'accord. Bon, entendu. Merci beaucoup pour ces précisions. Une autre question relative à la garantie des dirigeants qui Oui, souvent excluent le risque de guerre. oui. Donc j'imagine que dans le cadre d'un voyage en Ukraine, quand on souscrit une assurance, ces risques-là et les responsabilités civiles et pénales du dirigeant vont être couverts. C'est bien Alors, le cas ou, c'est un point et d'attention particulière peut-être? oui, il y a un point d'attention particulier effectivement à avoir, c'est au niveau des mesures qui sont mises en place et des montants, tout à fait, de manière à pouvoir montrer que le dirigeant a mis en œuvre voilà, l'ensemble des moyens nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Et je pense, par exemple, un exemple assez concret qu'on a eu avant-hier, une discussion avec, alors c'était pas une entreprise, c'était une ONG, une petite ONG, mais très clairement, à la fin, l'ONG nous a dit, bon, moi, de toute façon, je privilégie le, le prix parce que j'ai pas de budget sur la sécurité. Voilà. Alors là, c'est vraiment, nous, on l'a mis en alerte, hein, c'est notre devoir de conseil, mais après, c'est malheureusement le choix de l'organisation. Mais oui, il y a un point de vigilance à avoir, d'autant que en matière de mise en cause de la responsabilité, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la responsabilité de l'entreprise, mais souvent concomitamment à la mise en cause de l'entreprise, on met en cause la responsabilité personnelle du chef d'entreprise ou de ses représentants. C'est ce qu'on appelle la responsabilité des mandataires sociaux. Souvent, les deux contrats sont liés.
Et effectivement, cette mise en cause-là, comment on va pouvoir s'en dédouaner ou s'en extraire? Justement, en montrant qu'on a respecté toutes les obligations dont je parlais tout à l'heure sur le duty of care. Mhm. D'accord, ok. Donc, point d'attention à suivre À également quand avoir, on tout à organise fait. son voyage. Alors, j'ai une autre question aussi de mon côté. Là, on s'est focalisé sur les voyages courts. On est un certain nombre et puis après un voyage court, s'il y a un développement, il peut y Mm. avoir des interventions plus longues. Il y a des gens qui sont là pour un mois, 2 mois, 3 mois. On Mm. est certains même à être là à temps plein. Euh, Au début de la guerre, justement, en raison de la mise en place du duty care et de toutes ces responsabilités, un certain nombre d'entreprises n'ont pas autorisé un certain nombre d'expatriés qui étaient déjà en Ukraine à revenir en Ukraine, Mhm. malgré le fait que certains, connaissant bien le pays, donc étant bien informés, étaient tout à fait d'accord pour signer une décharge Ouais. euh, et pour aller en Ukraine, suivre leurs équipes et puis faire leur travail dans les conditions qui leur convenaient, qui étaient les plus réalistes. Est-ce que cette décharge, quelle est la valeur et comment la prendre en compte euh, dans la protection et la sécurisation de l'employé, mais aussi la protection de l'employeur, enfin, même Ouais. pas des risques de responsabilité pénale et civile. Donc comment ça se positionne? Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? Alors, c'est vraiment intéressant. Et effectivement, c'est bien que le collaborateur soit volontaire, et tant mieux. En revanche, ça ne dédouane pas ou ça n'exonère en aucun cas la responsabilité de l'entreprise. Euh, L'inverse n'est pas vrai, mais j'y reviendrai. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien être volontaire maintenant pour y aller, ou quelqu'un d'autre, peu importe. Il y va, il a un accident, et après il se dit, finalement, j'ai vraiment été bête, et qu'est-ce que je fais là, et pourquoi? Et mettre en cause la responsabilité de l'entreprise. C'est pas parce qu'il aura signé une décharge que ça va l'empêcher de mettre en cause la responsabilité de l'entreprise. Alors il y a lui, mais il y a aussi ses ayants droit peuvent également, les personnes accompagnant les conjoints, les enfants, mettre en cause la responsabilité de l'entreprise. Et à cet égard, la décharge n'empêchera pas que si l'entreprise n'a pas mis en place les mesures nécessaires, sa responsabilité puisse être mise en cause. Donc, c'est un élément dont le juge tiendra compte en disant, OK, il était volontaire, mais pour autant, il était volontaire, mais pour autant, est-ce qu'il a bien été informé? Et il était volontaire, mais est-ce qu'il a bien été formé? Et il était volontaire, mais est-ce il a bien été accompagné? Donc, le volontariat ne dédouane pas, n'exonère pas de la responsabilité. Ça, c'est la première chose. En revanche, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous ne souhaitez pas y aller, si vous ne voulez pas y aller, l'entreprise ne pourra pas vous forcer et voire même verra sa responsabilité mise en cause si elle le faisait de manière vraiment imparable et flagrante. Voilà. Oui, ça paraît assez logique. Assez logique, ouais. Et après, peut-être aussi, euh, pour boucler, dire que effectivement, au début, on est toujours dans une forme de sidération et on a aussi, je pense, certaines entreprises qui ont péché par excès, peut-être de prudence ou de confiance, justement pour toutes ces questions de responsabilité, de duty of care, etc. Euh, Là, je pense que le temps ayant passé, des mesures sont en place et puis beaucoup d'acteurs comme vous œuvrent aussi pour faire en sorte et pour montrer que c'est possible et qu'on peut le faire. Donc il y a peut-être moins ce frein qu'il y avait avant. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je pense que, et c'est ce que vous expliquiez au début, c'est ce que vous disiez au début, euh, euh, ces histoires de protection sont très importantes. Néanmoins, elles se mettent en place de façon simple et rapide, et Oui, donc en aucun cas, elles ne peuvent être un élément bloquant pour un voyage en Ukraine, pour prendre des contacts, pour développer une activité. tout à Euh, fait. C'est ce que je dis souvent. L'assurance, c'est pas un frein, ça doit être un moyen, ça doit être un outil, voire même une possibilité de valoriser. Parce que justement,
vous pouvez aussi retourner la chose et dire, bah, vous voyez, moi, en tant qu'entreprise, je mets en œuvre des moyens, je prends les dispositifs spécifiques et je suis soucieux de mes salariés, donc je mets en place les bonnes garanties, les bonnes couvertures pour qu'ils puissent, après, sur place, faire leur travail sereinement. Voilà, ça peut au contraire être un outil de valorisation, mais pour moi, en aucun cas, ça doit être un empêcheur de tourner en rond, si j'ose dire. Oui, oui, non, tout à fait. Et on le voit bien avec l'exemple que vous avez cité, quelqu'un qui s'y prend le jeudi pour venir lundi en Ukraine, Ouais. c'est possible, hein. Ah oui, Euh, c'est on- possible. Et puis alors, nous, à l'international, j'allais même vous dire, c'est courant. Et d'ailleurs, pour tout vous avouer, le vendredi est un jour que je n'aime pas parce que, en fait, c'est vraiment le jour des urgences avec des gens qui nous appellent justement parce qu'ils partent le week-end. Voilà. d'accord. Et dernier point, aussi la mise en place d'une assurance, donc se fait rapidement, mais quand on vient quelques jours, Ouais. finalement, c'est assez indolore sur le coût d'un voyage, quoi. Alors évidemment, si vous partez au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, c'est moins cher que si vous partez en Ukraine. Mais pour autant, je me souviens d'un élu qui m'avait contacté en me disant il devait partir 3 4 jours avec l'ambassade et il pensait que ça coûterait quelques milliers d'euros. Alors on n'est pas sur quelques milliers d'euros, alors sauf si on veut des capitaux très importants. Ça, on a eu aussi un chef d'entreprise qui voulait des capitaux à hauteur de 1 million. Voire même au début, il était plutôt sur 2. Évidemment, quand on garantit 2 millions en risque de guerre, la prime, elle est conséquente. Mais si on est sur des primes moyennes, enfin, c'est quelques centaines d'euros, voire, voilà, on approche plus de 200 300 que de 1000. Mais tout ça dépend des garanties, évidemment. C'est pour ça que je modère beaucoup, parce que si on veut, voilà, des capitaux, des gros capitaux. Et puis après, parce que le risque n'est pas uniforme. Donc, ce que je vous dis là, qui peut être valable pour Lviv, le sera moins pour Kiev et encore moins pour les zones de l'Est. La zone là qui est encore, alors vraiment, ouais, on peut le dire, quasiment inassurable, hein, c'est jusqu'à entre 8 et 10 kilomètres de la ligne de front. Là, les primes seraient tellement délirantes. Mais quand on est encore à 10 15 kilomètres de la ligne de front, on a encore un ou deux assureurs qui sont OK. Et plus on s'éloigne, là, on va trouver 3 4 assureurs possibles. Moi, je dirais 3. Mais ça concerne plutôt des ONG, des journalistes, mais pour nous, bah, les Oui, entreprises tout à fait. commerciales, Tout à fait. généralement, le gros des voyages se fait à Kiev, à Mm. Lviv ou dans quelques autres grandes villes, généralement. Ouais. Alors là, le chef d'entreprise dont je vous parlais, qui avait des projets assez précis, hein, c'était Kharkiv, Mykolaïev et Odessa. Donc, vous voyez, c'était quand D'accord. même une zone voilà, une notion de risque était plus forte, mais je suis d'accord avec vous sur l'ensemble des personnes qu'on assure, c'était un peu l'exception. Hein. Très bien. J'ai vu passer une question sur une perte de jambe et le règlement de la prothèse. Oui, ça peut être pris en compte, tout à fait. Vous avez des garanties spécifiques qu'on appelle appareillage et prothèse. Qui vont pouvoir indemniser ces appareils, ces prothèses, pardon. En revanche, encore une fois, là, il faut être attentif au type de couverture que vous prenez, parce que dans l'acteur, enfin l'acteur dont je vous citais là, qui fait des choses très très englobées, plafonnées par exemple, ça ne serait pas pris en compte. Donc petit point d'attention, mais question intéressante. Très bien, oui, merci d'avoir répondu à cette question. Et voilà, il y a un dernier message aussi, qui est plus un encouragement qui va dans notre sens, un encouragement de la Commission européenne, où en effet, voilà, l'idée c'est d'encourager les entreprises à investir en Mm. Ukraine, donc les entreprises françaises, en premier chef pour nous à la Chambre de commerce franco-ukrainienne, mais les entreprises européennes également. Et voilà, ça répond parfaitement, toutes vos informations répondent parfaitement à cela, dans ce sens que ça montre qu'en effet, le contexte ukrainien est très spécifique et il faut prendre en Mm. compte absolument la situation et tous les risques liés à la guerre actuelle.
Néanmoins, c'est en aucun cas un blocage pour ne pas venir et ne peut pas développer une activité. Au contraire, vous le voyez, enfin, on l'a vu avec vous, les solutions sont simples et peuvent être mises en place rapidement. Maintenant, je pense que chacun est un peu équipé pour comprendre comment choisir la bonne solution en fonction de son risque et de son besoin de voyage. Euh, et puis, euh, voilà, les choses peuvent avancer de manière tout à fait normale et on encourage à la Chambre et les entreprises de venir, puisque encore une fois, c'est en étant sur place en Ukraine, à Kiev, là où je suis, là où un certain nombre d'entre nous travaillons régulièrement, qu'on a une vision qui est très différente de la vision qu'on peut avoir depuis la France à travers les médias. Donc, on vous encourage à venir en Ukraine si vous avez des projets. Ne les faites pas qu'à distance. Prenez 2, 3 jours pour venir à Kiev et vous êtes maintenant équipé pour revenir en toute sécurité. Donc voilà, merci beaucoup Gaël pour tous Avec ces éléments plaisir. très pratiques, très précieux. Merci à tous pour votre participation à ce séminaire. Et puis si vous avez d'autres questions par la suite, contactez la Chambre de commerce, contactez-nous. Nous continuerons à vous répondre et à vous aider pour développer vos projets en Ukraine. Merci beaucoup à Merci, tous. merci, à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup. Merci Gaël. Très bonne Merci, journée à excellente tous. journée à vous. Merci, Merci. au revoir.